refait le Mac, le podcast chaque semaine, vous retrouvez sur le site www.onrefaitlemacom, mais également sur notre chaîne sur YouTube, sur Dailymotion, sur Watt, sur Vimeo, sur le CD-ROM d'iCreate, sur iTunes, sur Clubic une semaine sur deux et désormais sur TF1 News, le débat sur l'actualité et les usages du Mac, de l'iPod, de l'iPhone et de l'iPad. Tout de suite, c'est le sommaire. Au sommaire d'On refait le Mac, cette semaine, l'iPad 2. La nouvelle version de la tablette tactile d'Apple est arrivée aux États-Unis. Un lancement qui s'est traduit par de longues files d'attente et des ruptures de stock. Faut-il craindre des retards quant à l'arrivée de l'iPad 2 en France, prévue pour le 25 mars? Surtout que la pénurie pourrait encore s'accélérer suite aux séismes et aux tsunamis qui ont durement frappé le Japon. Le pays du soleil levant est en effet un important fournisseur de composants électroniques et notamment d'Apple. Sans oublier les soucis d'iOS 4.3 et en fin d'émission, nos coups de cœur. On refait le Mac, épisode 54, l'iPad 2, faut-il craindre la pénurie? Toutes les radios du monde et toutes vos infos, maintenant sur l'iPhone avec Radio Me. Avec comme invité cette semaine, Cédric Ingrand de LCI. Bonjour Cédric. Salut Olivier, ça va bien? Ça fait très longtemps encore qu'on ne s'est pas vu. Bah oui, on a passé quelques jours ensemble en Irlande, on a été visiter les laboratoires d'Intel, on aura l'occasion de vous en reparler un peu plus tard, notamment dans le magazine iCreate. Au centre, on parlait du magazine iCreate, c'est mon ami Alexandre Lenoir. Comment ça va Alexandre? Ça va très bien, salut Olivier, bonsoir à tous. Ça va bien? Allez, là, tu peux nous montrer, on va la voir à l'écran, la couverture du dernier numéro du magazine iCreate. Voilà, on la voit, rassure-toi, la magie du montage, voilà. Magique. Super. Magnifique. Oui. Qu'est-ce qu'elle est belle. Elle est de toute beauté. Et il y a à ma droite Guillaume Jette, qui est consultant, blogueur du site jet.net. Toujours. Bonjour. Voilà. Regardez ce que j'ai. C'est un iPad 1. Voilà, moi j'ai la loose. Rassure-toi, on est quelques-uns à avoir de l'iPad 1. Il y en a beaucoup qui ont l'iPad 0, hein, rassure-toi. Voilà, ça doit être ça alors. Il y a encore du travail à faire. De l'iPad à Big Transition, merci Guillaume, nous allons beaucoup en parler ce soir parce que ça y est, l'iPad 2 est arrivé aux États-Unis. Il y a eu beaucoup de monde devant les boutiques. Est-ce que selon vous c'était un lancement réussi ou un lancement quelque peu orchestré, Cédric? Alors, on est forcé de dire d'abord que contrairement à l'iPad premier du nom, c'était pas possible de précommander l'iPad 2 en ligne, à part peut-être je crois la veille ou l'avant-veille du lancement, enfin assez près du lancement. Le seul moyen de l'avoir le premier jour, c'était d'aller dans les Apple Store et les quelques Best Buy, les quelques chaînes de magasins qui l'avaient également, à partir de 17h et pas avant. C'est-à-dire que ça vous laissait le temps de faire la queue toute la journée, voire même la veille au soir. Oui, là, les queues pour acheter l'iPad n'étaient pas fortuites du tout. Moi, je connais. Vous voulez faire monter le buzz. Il y a même des foufous, des Français, qui sont partis à New York acheter un iPad 2. Là, faut quand même commencer à en tenir une couche assez sérieuse. J'ai chatté cette semaine avec notre ami Rodrigo qui est aux États-Unis, qui va revenir un jour, peut-être. Et je lui ai dit, alors, t'as acheté un iPad 2? Il m'a dit, honnêtement, non, j'ai fait joujou avec. Quand t'as un iPad premier, un iPad, la différence est pas assez marquante pour se ruer sur le deuxième, donc il n'y a pas d'urgence. Et bon, on verra peut-être un peu mieux lorsqu'on aura les applis optimisées pour la puce de bloqueur. Alexandre, ça t'a surpris justement ce lancement? Pourtant, malgré les files d'attente quelque peu orchestrées, on a assisté rapidement à une rupture de stock chez Apple, puisque si on va sur le site d'Apple, il faut attendre. Ouais, les délais de livraison pour les Américains sont passés de 4 à 5 semaines. C'est vrai que c'est beaucoup. Et alors autant quand on est à une semaine, 15 jours, on peut imaginer un truc orchestré, etc. pour créer la demande, mais 4-5 semaines, ça fait vraiment beaucoup pour quelque chose de volontaire, Je sais pas trop quoi en penser de ça. C'est bizarre. Est-ce qu'il n'aurait pas anticipé une telle demande? On parle Reuters a publié une dépêche lundi, je crois, qui disait 1 million d'iPad probablement vendus dans le premier week-end. C'est beaucoup. Il avait fallu un mois pour en vendre autant sur le premier. Donc, est-ce que le succès est au-delà des espérances d'Apple? C'est une question. Guillaume, toi qui connais bien Apple depuis des années, c'est vrai que c'est assez récurrent cette tendance comme ça. Dès qu'ils sortent un produit, très rapidement il est en rupture de stock. Comment on peut analyser que Apple n'arrive pas comme ça à prévoir la demande?
Soit la demande effectivement est plus forte que prévu et c'est la vie et ils peuvent pas le savoir. Soit on peut penser que c'est évidemment une énorme stratégie marketing, mais moi j'ai toujours un doute sur le fait qu'une entreprise puisse dire on va éventuellement perdre des ventes juste pour créer une attente supplémentaire ou pour faire un buzz supplémentaire. Ce concept me gêne un peu. Je pense que pour n'importe quelle entreprise, quelle qu'elle soit, ils préfèrent que le produit soit dans les mains du client plutôt que ce soit un autre produit qui soit dans les mains du client. C'est vrai que la concurrence non plus est pas dingue sur l'iPad, donc Apple peut se dire qu'ils ont un petit peu de marge, un petit peu d'avance. Sur les chiffres, après 500 000, 1 million, moi je sais pas du tout. 500 000 probablement, 1 million, ça paraît beaucoup, mais pourquoi pas, hein. Après tout, on annonçait que 3-4 millions peut-être d'iPad l'année dernière. Apple a fait largement plus. L'iPhone 3G, je crois, ou l'iPhone 4, c'est 1 million dans la journée, donc pourquoi pas. La seule chose qui m'intrigue, c'est qu'Apple n'ait pas communiqué du tout dessus. Elle n'a pas annoncé de chiffre de vente. Alors est-ce que c'est les circonstances actuelles qui sont pas tellement top à faire des communiqués de presse ravageurs vu l'ambiance un peu lourde, on dira, dans le monde, ou je sais pas. Mais en tout cas, c'est vrai que ce point-là, qui est un manque de communication d'Apple, me paraît un peu étonnant. Alors, Monsieur X n'est pas là ce soir, il a toujours des soucis avec son MacBook, mais on va y arriver. Mais c'est vrai que si Monsieur X était là, il t'aurait dit, Alexandre, qu'Apple a vraiment un souci. Et ça, c'est l'empreinte d'un Tim Cook, hein, le président, enfin le patron intérimaire d'Apple aujourd'hui. C'est du zéro stock, du flux tendu, qui fait qu'aujourd'hui, on ne veut pas se retrouver avec des éventuels invendus. Est-ce que quelque part, Alexandre ou Cédric, c'est pas le résultat de cette politique un peu exacerbée du zéro stock? Il y a une particularité quand même chez Apple, qui est, et on en a parlé souvent, la saisonnalité des produits. C'est-à-dire que l'iPad, il faut qu'il sorte maintenant. Il peut pas sortir en juin parce que ce sera en même temps que l'iPhone. Il peut pas sortir, tiens, j'ai la webcam qui cycle. Il peut pas sortir en septembre parce que ce sera les iPods, etc. Donc, il faut qu'il sorte maintenant. C'est une vraie contrainte, à mon avis, en termes de fabrication, qui les met à la merci de n'importe quel problème d'approvisionnement en composants, etc., etc. Parce que la date, elle est gravée dans le marbre à quelques semaines près, en tout cas. L'iPad, il fallait qu'il sorte en mars, d'autant que Apple avait pris l'engagement qu'il sortirait dans le premier quarter de l'année, c'est-à-dire janvier, février, mars. Et c'est le genre d'engagement qu'il vaut mieux tenir pour faire plaisir à ses actionnaires. Du coup, ils ont été forcés de le sortir là. Je pense pas que la demande ait été beaucoup plus délirante que ce qu'ils attendaient. Mais c'est vrai que les 4 à 5 semaines de délai, c'est un peu surprenant. C'est peut-être aussi pour réserver les quelques autres iPads qu'ils ont sous la main pour les vendre aux Européens maintenant. Oui. Ouais, alors il y a le lancement du 25 dans un certain nombre d'autres pays dans le monde, dont la France. L'année dernière, ça avait craqué, hein, le lancement européen avait été reporté d'1 mois. Il avait même été reporté 2 fois, si mes souvenirs sont bons. Il y a un truc, moi j'ai vérifié, mais au mois d'octobre, quand Apple a publié ses résultats financiers, ils ont annoncé avoir manqué à peu près 800 000 ventes d'iPhone par manque de stock et d'iPad, je sais plus combien, 300 000, 400 000. J'ai du mal à voir quel est effectivement l'intérêt d'une stratégie de pénurie à ce point, j'entends par là. Je veux dire, la stratégie d'Apple, elle est aussi financière, c'est-à-dire que tous les 3 mois, aujourd'hui, on attend des résultats qui sont, si possible, supérieurs aux autres. Manquer un peu, pourquoi pas, mais manquer beaucoup, ça leur fait prendre un risque énorme en termes de communication financière. Parce que, comme dit Cédric, l'iPad c'est maintenant, l'iPhone c'est cet été, etc., etc. Donc je sais pas, je suis très troublé par ce manque de clairvoyance ou cette stratégie en fonction de ce que c'est. Alors, Monsieur X m'expliquait il y a quelques années, mais je sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, hein, c'est dommage qu'il soit pas là ce soir, il me disait en gros il y a un tel souci de flux tendu chez Apple qu'effectivement on préfère perdre des ventes que d'avoir des iPads sur le dos et ne pas les vendre, ou du moins donner l'impression que le produit ne part pas. Pourquoi ? Parce que c'est des opérations financières. Hein, je pense que chez Apple, à une époque, ils ont énormément souffert. Alors là, c'est pour les très vieux comme moi qui ont vécu il y a longtemps, avant l'arrivée de l'iMac et tout ça. Ça va tes jambes, Guillaume ? Exemple, tu te souviens ? C'était bien. On était moins nombreux. Hein. Les moins de 20 ans, tout ça, ouais. Si tu savais le nombre de magazines que j'ai en stock qui n'existent plus aujourd'hui, malheureusement. cimetière.
Donc, Oui, ça dure. il faut voir, donc, avant que Jobs revienne aux commandes, il y avait énormément de problèmes d'inventaire, beaucoup de stocks de machines invendus, des machines qui restaient sur les bras, qui étaient bradées à des tarifs défiant toute concurrence, mais sur lesquels Apple perdait énormément d'argent. Donc la stratégie aujourd'hui d'Apple, c'est clair, c'est de dire on a un stock qui est a priori minimal et d'avoir vraiment effectivement un flux tendu, quitte effectivement ce que ça énerve certains clients qui attendront peut-être pas, mais le pari d'Apple, c'est de dire de toute façon nos produits sont meilleurs que les autres, donc les gens sont capables peut-être d'attendre un peu plus pour les avoir et de pas aller à la concurrence. Et puis surtout, comme tu le disais, c'est Alexandre, je crois qu'il disait ça tout à l'heure, ils sont quasiment seuls sur le marché. Donc finalement, la personne qui ne peut pas acheter d'iPad, bon, elle va pas acheter un Galaxy Tab ou une Motorola, mais bon, peut-être reste susceptible d'attendre. Mais c'est vrai que c'est pas très cohérent tout ça. Est-ce que vous êtes alors inquiet concrètement pour le lancement la semaine prochaine de l'iPad en France? Est-ce que vous pensez qu'il y a des problèmes de disponibilité, messieurs? Qu'est-ce que vous avez je pense que si déjà ils allaient reculer le lancement, on en aurait déjà entendu parler, ou peut-être dans les heures qui viennent, c'est-à-dire juste avant la publication de ce podcast, rien que pour nous embêter. Le montage, Parce que si c'est une semaine avant, oui, de fait, c'est demain vendredi, car nous sommes jeudi soir, qu'on pourrait l'apprendre. Maintenant, non. Est-ce qu'on peut le précommander d'ailleurs aujourd'hui, l'iPad en France? Apple.fr/store. Non, pas encore. Pas à ma connaissance non plus. Mais non, allez, vous pouvez acheter l'ancienne iPad. Vous ne pouvez pas encore acheter une iPad 2. Enregistrez-vous pour recevoir une notification de sa disponibilité. Non, il n'y a pas la précommande. Ça fait limite peur. Alexandre, ton avis? Ça, c'est depuis le début, donc. Allez, on se mouille. Non, je pense qu'il sera disponible et bon, il sera disponible dans les Apple Store en dur, on va dire. Dans quelle quantité, je sais pas. Et il y aura probablement un délai pour les commandes sur Internet. Enfin, il n'y a pas de raison qu'on soit servi avant les Américains, surtout si la demande est forte chez eux. Donc, je vois bien un délai à peu près équivalent, avec quand même quelques exemplaires disponibles dès le départ. Parce que sinon, pourquoi faire la queue? Voilà. Guillaume, pour conclure sur l'iPad 2. Je pense qu'il y aura de la dispo, mais elle sera peut-être quand même assez limitée. Si la demande est très forte aux États-Unis, Apple ne veut peut-être pas faire le coup encore de repousser les lancements pour l'Europe, parce qu'au bout d'un moment, on va en avoir un petit peu marre et que apparemment les produits Apple quand même marchent très fort en Europe. Donc, je pense qu'Apple prendra pas trop de risques. Ils vont sortir l'iPad 2 en Europe à la date annoncée. Maintenant, à mon avis, les Apple Store ont du stock, peut-être que les autres vendeurs ont un peu plus de mal, les grossistes, les indirects encore plus. Mais à mon avis, ça sera ok pour au moins la première semaine. Après, ça sera sûrement plus dur. Bien. Messieurs, nous allons parler d'un autre sujet, beaucoup plus grave. Cette fois-ci, c'est celui évidemment du tremblement de terre et du tsunami au Japon, qui non seulement a fait beaucoup de dégâts au pays du soleil levant, mais également à cause des dégâts dans l'industrie high-tech. Il paralyse aujourd'hui beaucoup d'usines au Japon où sont produits beaucoup de composants qui alimentent aujourd'hui le secteur de la high-tech. Alors est-ce qu'on va assister, comme à chaque fois dans le passé ça a été le cas, lorsqu'il y a eu comme ça des drames et que la terre s'est mise à trembler, une raréfaction des composants, une flambée des prix comme on a pu le voir dans les années passées? Cédric? Il y a plusieurs constructeurs qui sont impactés, et il y en a qui pourraient impacter de manière directe ou indirecte Apple et l'iPad 2 d'ailleurs. iFixit, ce site qui s'est démonté de manière quasi scientifique tous les appareils qu'on met dans leurs mains, évidemment ils étaient dans la queue les premiers pour acheter un iPad 2, ils l'ont désossé pour aller voir exactement les composants qu'il y avait à l'intérieur, et on y a appris que la RAM flash à l'intérieur est une RAM Toshiba. Et Toshiba, l'usine, elle est au nord du Japon. Donc forcément ça va pas être pratique, d'autant que Toshiba produit je crois aux alentours de 20% de toute la RAM flash disponible dans le monde, et la RAM flash c'est MSNBC hier disait 20%, mais Reuters disait un tiers. Bon, c'est entre les deux, de toute façon, voilà, c'est beaucoup. On va pas se battre, disons un quart, voilà. Mais ça c'est beaucoup, surtout sur un marché aussi tendu que celui de la mémoire, parce qu'on sait que Apple en est le premier consommateur. Et l'usine est fermée au jour d'aujourd'hui, Cédric. Pardon ? Elle est fermée, cette usine est fermée aujourd'hui. Ah oui, elle fonctionne pas aujourd'hui. Elle est fermée. Il y en a d'autres. Pour la petite histoire, j'ai appris par un camarade et ancien confrère qui travaille chez Panasonic que l'usine des appareils
appareils photo Lumix se trouve à Fukushima. Inutile de vous dire qu'en ce moment, l'usine de Fukushima pour Panasonic, il y a un gros chômage technique, d'autant que l'usine des optiques est pas loin de là, etc. Donc, si vous voulez acheter un Lumix, achetez-le maintenant parce qu'on ne sait pas quand les prochains arriveront. Donc oui, ça pourrait impacter l'iPad, mais on sait souvent que Apple a plusieurs fournisseurs. Son plus grand fournisseur attitré étant Samsung, qui est numéro 1 aussi, qui est numéro 1 mondial de ce genre de composants. Mais c'est vrai que ça peut créer un peu de stress sur ces chaînes de production. Et puis au-delà tout cela paraît un peu puéril et un peu par rapport à ce qui s'est passé, c'est vrai, mais d'un autre côté, bon, c'est toujours intéressant d'en parler, mais au-delà, ça va impacter non seulement la disponibilité, mais ça risque d'impacter aussi les prix. On va voir monter une hausse. Alexandre, à chaque événement comme ça, lorsqu'il y a un constructeur qui a quelques difficultés à produire la mémoire, on voit vraiment les prix flamber. Oui, c'est clair. Bon, de toute façon, c'est l'offre et la demande, c'est la loi du marché. On estime que une tension d'une semaine, 15 jours, ça se répercute sur un voire 2 trimestres. Hein. Donc, je pense qu'effectivement, s'il y a un problème d'approvisionnement aujourd'hui, ça risque d'impacter les prix, on va dire, pour tout le premier semestre de l'année, ça c'est clair. Oui, et tu parlais de Panasonic, tu parlais de Toshiba, c'est pas les seules entreprises japonaises qui sont dans ce cas. Non, il y a Sony également, toutes les entreprises de photos, bien sûr, Canon, Sony, Nikon ont publié des alertes, les fournisseurs d'optiques, tout le monde est sur les dents aujourd'hui. Hein. Toute l'automobile aussi, enfin évidemment, et parce qu'évidemment au fur et à mesure qu'on met de l'embarqué dans les automobiles, ça veut dire que c'est difficile de sortir une Toyota ou une Honda si les composants sont pas là. Les composants, quand on dit embarqués, c'est les composants électroniques. Oui, Guillaume. De toute façon, le problème est tellement gigantesque. Enfin, moi, j'ai même du mal à en parler parce que j'ai lu un article sur Libération là qui m'a foutu le moral à zéro. Tellement c'est cataclysmique. J'ai franchement du mal à voir l'ampleur du drame est telle que c'est toutes les infrastructures. Enfin, il y a plus rien. Donc c'est même pas l'histoire des usines ou quoi que ce soit. C'est humainement, c'est cataclysmique. Au niveau de la vie, c'est cataclysmique. Enfin, je sais même pas comment le Japon va pouvoir se remettre d'aplomb. Alors, même si on sait que le peuple est batailleur, etc. Enfin, moi, j'ai du mal à voir l'impact économique, etc. Parce que tellement l'ampleur me semble incroyable. L'impact me semble incroyable à tous les niveaux, quoi. Enfin, oui, mais je vais te rappeler mon proverbe japonais préféré qui est le Shinkansen redémarrera. C'est ce que les Japonais se disent à chaque fois qu'il y a un problème pour se dire la vie reviendra à la normale, même si de fait au nord du pays ça va prendre un petit peu de temps. Beaucoup de temps malheureusement. Oui, pour revenir aux composants un peu plus terre à terre, aux composants électroniques. Ce côté terre à terre, c'est incroyable. Bah ouais, je suis désolé. On disait en début d'émission qu'Apple n'aimait pas les stocks. Par contre, au niveau des composants, ils stockent un petit peu. On peut estimer à combien le délai de stock d'Apple aujourd'hui sur ces composants, Cédric? Il faut juste estimer le temps qu'il faut pour produire des composants, les envoyer en Chine pour que ce soit intégré dans les machines qui elles-mêmes vont traverser les océans pour arriver, etc. Donc la vague, alors sans mauvais jeu de mots, devrait avoir des effets. C'est une question au plus court de semaines. Mais en même temps, on ne sait pas. Peut-être que ces rames Toshiba en l'occurrence ne concernaient que les premières séries de l'iPad 2 et qu'après ils allaient passer à des rames Samsung produites en Corée et ailleurs. Donc l'impact peut être de zéro ou proche de zéro, ou alors il peut être absolument catastrophique si c'était le seul fournisseur. Maintenant, si tu veux, on peut appeler Apple pour leur poser la question, mais je retirerai pas ma respiration pour avoir la réponse, quoi. On peut attendre longtemps. S'ils en stockent autant que des corps de duo, on va peut-être pas avoir de problème d'approvisionnement. C'est vrai. Surtout qu'ils ne sont plus produits depuis longtemps, mon cher Alexandre. Mais Apple continue à en vendre, et beaucoup apparemment. Donc, mais Intel continue à en produire. Non, c'est fini, Cédric. Ah non. Non, je vous promets. Non, ils en ont produit autant qu'on leur en a demandé. Mais oui, de fait, je pense qu'à un moment, ils ont dû prendre des engagements auprès d'Apple et des quelques autres qu'on avait besoin, parce qu'il y a aussi tout. Ah bah oui, ils sont passés Core i3, Core i5, etc. Voilà. Mais on faut pas oublier, ces lignes de production de processeurs, elles peuvent fonctionner longtemps. Et soit on les recycle pour faire d'autres composants plus simples, soit on les fait tourner, même si c'est pas la tête de gondole des composants disponibles du moment. Oui, vraisemblablement, en tout cas, pour revenir à l'industrie high-tech en général et l'impact qu'auraient
le drame au Japon. En tout cas, ça aura certainement un impact sur les prix dans un premier temps. Ça, c'est malheureusement inévitable, mais c'est le moins pire qui arrivera en tout cas dans ce Moi, je drame qui se me passe dis que les là-bas. constructeurs, s'ils étaient intelligents, pour même imposer une taxe en disant ok, ça a coûté plus cher, mais on augmente le prix pour que ça aille directement à l'aide au tel ou tel pays. C'est une Ça bonne serait pas idée, plus mais mal, malheureusement, je n'y Mais crois bon, pas beaucoup. là, je ne m'accrocherai pas à cette idée très longtemps. Dernier volet de cette émission, messieurs, on va parler d'iOS 4.3. Il est arrivé, entre guillemets, en grande pompe la semaine dernière, tout juste au moment où on a fait le podcast. Donc on n'avait pas forcément le recul pour vraiment l'essayer pendant longtemps. Là, ça fait une semaine qu'on l'utilise tous les jours. Et moi, j'ai quelques soucis. Cédric, de ton côté, tu n'es pas très heureux d'après ce que j'ai compris. Sur l'iPhone, tout va bien. Sur l'iPad, rien ne va plus. Alors on a déjà eu, moi j'ai un peu souri quand j'ai vu le premier test de l'iPad 2 par notre confrère Walt Mossberg du Wall Street Journal qui disait contrairement à toutes les machines Android que j'ai eu dans les mains, cette machine ne plante jamais. Alors on a tous eu un iPad qui a planté ça arrive. C'est sûr qu'il ne travaille pas pour Apple en ce moment, Walt Mossberg? Je pense qu'il manque de recul. Mais je l'aime beaucoup. Walt, si tu et vraiment, Walt, si tu m'écoutes, tu le sais, je t'aime. Mais voilà, on a tous eu des plantages soit d'applications mal foutues. Enfin, ça arrive à tout le monde et surtout sur toutes les plateformes. Jusque-là, pas de problème. Le problème là, quand même, c'est que et plus j'en parle et plus je m'aperçois que je suis pas le seul à avoir ces soucis, c'est que graduellement, avec le temps, mon iPad fonctionne de moins en moins bien. Alors la vie est bien faite parce que ça arrive au moment où l'iPad 2 est arrivé. Mais enfin, quand même, je ne veux pas penser que ce soit du marketing créatif de la part d'Apple. Et ça se manifeste comment? Des problèmes de synchro. Moi, j'arrive plus à faire la sauvegarde de mon iPad. C'est le premier truc qui se fait quand on le branche sur iTunes pour le synchroniser. Donc, on va continuer à brûler des cierges pour pouvoir faire de la synchro over the air, comme on dit. Et puis des plantages. Alors avant, c'était sous des trucs exotiques, parfois des jeux, etc. Maintenant, c'est sous des choses de moins en moins exotiques. C'est Twitter et le mail. Donc voilà, on va dire des applis majeures, voire même des applis maison. Et là, c'est quand même vachement embêtant. Messieurs, vous avez eu les mêmes soucis avec iOS 15.3. Alors sur l'iPhone, apparemment, c'est moins problématique, mais sur l'iPad, en tout cas. Alors moi, j'en ai pas eu. Maintenant, j'ai fait une petite enquête express. Il ressort sur l'iPhone que certains ont des problèmes de batterie. La batterie se viderait beaucoup plus vite. Je l'ai pas constaté, mais j'ai fait un petit appel. J'ai lancé un petit appel à témoins cet après-midi sur Twitter, sur Facebook. J'ai eu 5-6 retours. À chaque fois, c'était la batterie qui revenait. Donc il y aurait quelque chose là-dessus. Un problème d'horloge aussi qui se réglerait pas bien. Le retour du bug du passage à l'heure d'hiver peut-être. Ça running voilà, ça, c'est les deux trucs qui ressortent majoritairement dans les forums et les retours que j'ai eu moi. Moi j'ai pas eu de problème de synchro ni sur l'iPhone ni sur l'iPad. Donc si problème il y a, il semblerait qu'en plus il soit aléatoire. Alors, une chose quand même, parce qu'il y a quand même des bonnes nouvelles, c'est vrai que moi j'ai testé le partage de connexion 3G en faisant un petit hotspot Wi-Fi, etc. Ah, mais tu es riche. Pourquoi riche? C'est gratuit. Chez Bouygues, c'est gratuit. Chez Bouygues Télécom, ça l'est encore. Ah oui, chez Bouygues Télécom, je ne voulais pas en parler, je ne voulais pas en parler, je vous laisse le dire. Des corporates jusqu'au bout, ce garçon. Mais ça devient... J'ai rien dit. Ouais, ça marche de manière assez remarquable. Enfin, ça marche bien, quoi. C'est un peu comme un petit modem 3G Wi-Fi. Rassure-moi, l'appli TF1, elle plante pas. Écoute, j'aimerais te parler de la nouvelle appli TF1 News, mais on fera ça la semaine prochaine. Tu connais déjà mon coup de cœur de la semaine prochaine, corporate jusqu'au bout des doigts. Et puis il y a des bonnes nouvelles. Moi, j'ai découvert qu'on pouvait maintenant installer, en tout cas sur l'iPad, les gestures, c'est-à-dire ces gestes à plusieurs doigts. Par exemple, je fais ça à 4 doigts pour passer d'une app à l'autre. Je fais ça vers le bas vers le haut pour faire apparaître le multitasking. Alors c'est un peu compliqué parce qu'en fait c'est des outils développeurs. Faut mettre son iPad en mode développeur. Faut aller chercher Xcode sur le Mac App Store, ça coûte 5 € ou $5. Et après, on a accès à ces trucs qui étaient présents dans les versions bêta, me dit-on, mais qui sont pas restés dans la version finale. C'est pas mal, c'est intéressant. Bon, c'est un peu geek. Hein. En ce qui concerne iOS 4.3, moi j'ai eu quelques soucis, pas sur l'iPhone, mais avec l'iPad, notamment des soucis de synchronisation, comme tu le disais, Cédric. J'ai téléchargé quelques séries sur iTunes et j'essaie toujours de les synchroniser, j'ai toujours pas réussi. Et pire, maintenant, l'iPad est bloqué sur la lecture d'une vidéo, impossible d'en sortir, je ne peux plus lire les vidéos. Donc il va falloir que je réinstalle le système, que j'efface mon iPad. Bref, il y a du travail du côté des développeurs de chez Apple. Messieurs, l'autre sujet de la semaine,
phénomène qui a un petit peu fait buzzer sur le web. C'est ces histoires de performance entre une application et une web app. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer de manière un peu plus concrète En fait, on le sait, hein, Steve le dit depuis longtemps, il dit sur iPad, sur iPhone, vous avez deux plateformes entre guillemets, vous avez l'App Store qui est notre plateforme maison, on choisit ce qui va dedans, c'est payant, etc. etc. Et après, mais ça n'empêche pas les développeurs de faire des applications en HTML5, et là c'est libre, puisque c'est une page web, et en plus il y a cette fonction, si vous allez sur une web app, un peu, sur twitter.com ou sur d'autres choses par exemple, vous pouvez le sauver comme une icône sur votre home screen, c'est-à-dire comme une application. Et là, depuis la mise à jour de 4.3, selon un site qui s'appelle App Advice, mais beaucoup ont fait des papiers dessus, tout à coup il y a une différence de traitement. En clair, vous ouvrez une web app dans Safari, marche très bien, vous la sauvez juste en icône sur votre bureau et vous la relancez, elle fonctionne moins bien, ce qui est quand même super curieux, parce qu'on pourrait imaginer que le moteur de navigation, le moteur HTML qui est derrière soit le même. Et ben apparemment pas entièrement, c'est-à-dire il y a deux différences, c'est que avec l'arrivée de 4.3, il y a une mise à jour du moteur JavaScript qui s'appelle Nitro, qui va très très vite. Et ben ça serait pas encore accessible aux web apps sorties du navigateur, et pareil pour d'autres choses comme la capacité de garder des fichiers en cache, etc. Donc évidemment, on est chez Apple et qui ne répond pas aux questions pour l'instant sur le sujet. Donc c'est tout à coup la conspiration sur est-ce qu'Apple est en train de ralentir délibérément les web apps pour avantager les apps de l'App Store, évidemment. Alors peut-être que c'est un bug, deux, un truc qui va être mis à jour dans la prochaine mise à jour mineure du système, ou alors un truc totalement libéré et Apple est comme d'habitude l'étoile noire, etc., etc. Alexandre, qu'est-ce que tu en penses ? Honnêtement, j'ai pas fait ces tests, donc je sais pas trop quoi en penser. J'ai lu à peu près la même chose que ce qu'expliquait Cédric, et ce matin il y a un blog qui s'appelle Presse Citron qui disait qui reprenait ces infos de App Advice et qui disait avoir mené l'expérience sur son propre blog, l'avoir mis en écran d'accueil et l'avoir chronométré également dans Safari en direct et avoir constaté aucune différence. Donc bon, après c'est une page pas très compliquée non plus, donc je sais pas, honnêtement je trouve ça curieux, peut-être qu'effectivement c'est juste un bug, peut-être. Honnêtement, je sais pas quoi en penser, je me prononce pas là-dessus. Je sais pas ce qu'en pense, si Guillaume en pense quelque chose, mais... C'est assez nébuleux cette histoire, Guillaume. J'en pense que l'info est tombée assez rapidement, j'ai pas eu tellement le temps d'étudier la chose. Il peut y avoir des cas où simplement, effectivement, ça ressort juste du simple bug, et évidemment, le problème c'est la conspiration. J'ai eu un collègue développeur qui m'a expliqué un jour que sur un logiciel sur lequel il avait bossé, il y avait eu un bug qu'il avait fait, un problème d'écriture vraiment, et tout le monde avait hurlé à la conspiration. Attention, c'est la poupée vaudou. Il y avait donc la conspiration, alors que clairement c'était juste en fait un souci technique et pas plus. Ça peut être aussi pour des raisons de sécurité, il y a beaucoup de choses très complexes en fait aujourd'hui dans un navigateur web. Il y a le moteur HTML, il y a le moteur effectivement donc le JavaScript. JavaScript, merci Cédric. Donc le Nitro, le fameux Nitro. Il peut y avoir plein de choses, il peut aussi y avoir que Apple a mis ça en test et attend un petit peu peut-être de valider certaines choses pour le rendre accessible à tout le monde. Le comportement effectivement est un peu bizarre. Je ne vais pas jeter la pierre à Apple, ou je vais pas dire l'incriminer ou l'avouer, lui dire c'est très bien ou c'est pas bien. Faut juste attendre un petit peu, avoir un petit peu de recul, et puis voilà quoi. Je pense que la situation va se débloquer d'elle-même. C'est fou comme une petite info, tout est relatif, peut prendre comme ça, peut mousser, un peu buzzer sur le web. En fait, le problème, c'est que les moteurs JavaScript, c'est surtout parce que c'est devenu un enjeu de combat entre aujourd'hui Google et le reste du monde, et pas le reste du monde, Google Explorer, Google avec Chrome, Explorer, Safari, etc. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de solutions web utilisent intensivement les fonctions JavaScript, sans même que vous en rendiez compte. Tout ce qui est fameux Ajax, etc. fonctionne avec du JavaScript derrière. Et aujourd'hui, évidemment, plus c'est rapide et plus le navigateur est rapide, plus on est productif et mieux c'est quand on navigue sur le web. Donc c'est tout le nerf de la guerre. Donc effectivement, d'autant plus que là on parle de web mobile, et que le web mobile est en train de surpasser petit à petit le web du bureau, de l'informatique classique. Donc plus un moteur web est rapide dans votre joli téléphone ou dans votre jolie tablette, meilleures les applications seront, et plus le monde sera merveilleux. Donc, et puis surtout, c'est le moteur le plus rapide, c'est celui qui peut faire venir le plus de clients. Donc théoriquement, peut-être. Voilà. Il ne faudrait pas oublier l'ergonomie, c'est aussi important pour venir. Non, mais évidemment, j'exagère en disant que c'est vrai, évidemment. Mais c'est un point qui n'est pas négligeable.
Ouais. Merci messieurs en tout cas, on a essayé ensemble ce soir de résumer un petit peu ce qui faisait l'actualité de la semaine sur la planète high-tech et Apple en particulier. Je vous propose à présent de passer à vos coups de cœur. Alors messieurs, vos coups de cœur ce soir, on va commencer avec Cédric. J'en ai deux. Un qui est gravement dans l'actualité, c'est l'application NHK World qui vous permet gratuitement sur iPhone, sur iPad de regarder la NHK en version anglaise pour suivre les aventures de Fukushima. Dernière nouvelle, apparemment on est arrivé à commencer à rétablir l'électricité dans la centrale. On souffle et je souffle encore plus fort que les autres parce que moi j'ai des billets pour y aller le 9 avril. Deuxième date. Oui. D'accord, j'en prends bonne note, je te ramènerai un petit cadeau si j'y vais. Deuxième, ouais, parce que c'est quand même pas gagné. Deuxième chose plus légère, et ça c'est un vrai petit coup de cœur, c'est un jeu, ça s'appelle Canabalt. À la base c'était une appli en flash, donc il a bien fallu la redévelopper pour que ça marche sur iPhone. Et c'est quoi Canabalt? C'est un jeu tout bête où vous avez un petit bonhomme qui saute, alors c'est très dur de faire ça à l'envers devant une webcam. Ouais. Je crois que je suis mort. Bref, vous sauvez justement d'un tremblement de terre et de monstres qui vous tombent dessus et de voilà, oui, ben je sais bien, mais enfin moi je l'ai téléchargé avant le tremblement de terre, enfin le premier parce qu'il y en a eu 700 je crois dans la semaine au Japon. Et je vais te dénoncer, il joue même pendant les conférences de presse. C'est arrivé, absolument, c'est arrivé. Oui, parce que ça se joue avec un seul doigt, vraiment c'est simple comme tout. Je crois qu'il t'a des mails, mais en fait il joue. En fait apparemment je crois que l'histoire veut que Cédric il joue à chaque fois que Steve fait une démo de GarageBand. Non, parce que normalement pendant là je tweet, regardez là je suis déjà en train de jouer alors que je vous parle encore, c'est terrible. Donc voilà, Canabalt, ça vaut quand même 2,39€. Quand même. Ah bah ouais, moi c'est pour le noir et blanc, le revival. Des applis en HD sur iPad. Il manquerait quand même juste une version iPad et c'est vrai que ça fait penser en plus petit à Mirror's Edge qui était vraiment très très bien sur iPad, qui est toujours très bien et qui doit pas coûter beaucoup plus cher d'ailleurs. Alexandre, ton coup de cœur ce soir? Alors mon coup de cœur, c'est rejoint un petit peu celui de Cédric parce que c'est aussi une application pour regarder la télé, mais ça s'adresse aux abonnés free, ça s'appelle Multipost et c'est disponible sur iPad, sur iPhone, c'est gratuit. Alors là, je suis en train de bouffer toute ma bande passante, donc c'est peut-être le seul défaut de l'appli, c'est qu'elle mange beaucoup de bandes passantes, mais ça marche en Wi-Fi et on a accès à toutes les chaînes gratuites de sa Freebox. Ça manquait parce qu'il y avait des solutions payantes, celle-ci est gratuite et franchement, je la trouve très bien. On utilise l'iPad comme une télé, une deuxième télé, dans sa cuisine, dans sa chambre, où on veut. Ça marche très bien, j'aime bien. Et tu as toutes les chaînes? On sait que il y a toutes les chaînes sauf TF1, M6, Canal+, mais c'est pas grave, celles-là ont des applications à part. Bon, tout va bien. Ouais, mais pas que, parce que moi je suis un peu frustré, je me suis abonné à CNN encore une fois pour suivre les événements. Et par exemple, CNN n'est pas dans les choses qu'on peut avoir en multiplayer, mais bon, c'est pas grave, c'est de la geekerie. Hein. C'est comme TF1. Certaines chaînes sur abonnement sont pas disponibles. Ouais. Alors si vous voulez en parler, parlons-en. TF1 arrive sur le replay de la Freebox. Ça y est, le communiqué est sorti aujourd'hui, je suis pas allé voir sur ma Freebox. Il faut faire une petite mise à jour et ça marche très bien. Bien. Guillaume, ton coup de cœur ce soir. In extremis. Alors c'est non mais en fait c'est une application, c'est que j'ai pas pensé particulièrement, mais elle est assez fascinante. C'est la suite logique en fait d'un film qui est sorti l'année dernière, c'est le fameux Inception que j'avais vraiment adoré au cinéma. Et l'application est totalement fascinante puisqu'en fait c'est pas un jeu vidéo comme on aurait pensé le faire. Elle est totalement dans l'esprit un peu foufou de Nolan, donc le réalisateur de Christopher Nolan. Et en fait l'idée c'est plutôt de mettre vos écouteurs et l'application en fait déclenche des rêves. Et en fait, en fonction de l'environnement, du lieu où vous êtes, de plein de choses, en fait, elle va déclencher des rêves, et elle va agir sur votre environnement, sur le son, etc. Alors c'est très amusant, il y a plein de petits trucs à débloquer. Il y en a un en particulier qui est assez marrant à faire, c'est le kick. Je vous laisserai vous-même découvrir comment faire un kick avec votre iPhone. C'est assez fascinant. Et l'application, je crois, en plus, elle est gratuite, donc ça vaut vraiment le coup d'être essayé. Si vous avez aimé le film, testez l'application, elle est assez géniale et pas du tout dans l'idée d'une application qu'on pourrait voir comme pour un film classique, quoi. Donc à tester et approuver, franchement. Mon coup de cœur de la semaine, c'est pas très original puisque c'est GarageBand. On en a parlé furtivement la semaine dernière puisqu'il était arrivé au moment où on faisait l'enregistrement, donc on
en train de le télécharger, ça a mis beaucoup de temps. Après la fin du podcast, j'ai commencé à m'amuser avec, il était minuit, et puis j'ai levé la tête, il était 4h du mat, donc vraiment c'est quelque chose de très addictif, très simple. L'iPad devient un instrument de musique, c'est peut-être le petit plus par rapport à la version Mac, dans la mesure où le Mac, il faut, même si on peut jouer avec le clavier ou avec des claviers ou brancher des instruments, voilà, il y a vraiment un rapport tout à fait différent. Pourquoi je vous parle de GarageBand ce soir? Parce que ce sera aussi la musique, le sujet de la semaine prochaine, donc c'est une habile transition. On essaiera la semaine prochaine de faire un petit point justement de l'iPad, de l'arrivée de GarageBand, il est là, et comment ce genre de choses peut vraiment changer la donne en matière de musique, en matière de vérification de la musique, et comment l'iPad peut aujourd'hui devenir véritablement le maillon manquant pour que des gens se mettent à l'informatique musicale, dirons-nous. Ce sera le sujet du prochain numéro avec des invités surprises, vous verrez. Et prestigieux. Et prestigieux, j'allais le dire. Mais on en reparlera la semaine prochaine. Merci messieurs d'avoir participé à ce 54e numéro dont refait le Mac. On se retrouve la semaine prochaine. Cédric, on le retrouve sur LCI dès ce samedi sur plein écran. Dans plein écran sur LCI. Voilà, excusez-moi, j'ai inversé. Alexandre, on le retrouve dans Ecriel qui devrait arriver en kiosque normalement ce week-end si je ne m'abuse. En même temps que le podcast, hein. C'est formidable. En même temps, c'est formidable, tout est prévu. Et Guillaume, on le retrouve sur son site jet.net. Tu nous as prévu quelque chose, un petit billet bien sympathique? Oh, il y a peut-être des choses qui vont arriver là ces jours-ci. Oui, j'ai l'inspiration qui revient. Très bien. Encore merci messieurs et à la semaine prochaine. Toutes les radios du monde et toutes vos infos, maintenant sur l'iPhone avec Radio Me.